Bonjour les troisièmes. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo afin de corriger l'activité que vous aviez à faire sur la course à l'espace et puis d'approfondir un petit peu ce thème qui, vous allez le voir, est assez fascinant. Un petit rappel du contexte, nous sommes après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS figurent parmi les vainqueurs, mais ces deux pays qui étaient alliés pendant cette guerre se déchirent. Les deux n'ont pas la même conception du monde. Nous avons d'un côté les États-Unis qui défendent la démocratie et la liberté, de l'autre côté l'URSS qui est un régime totalitaire dirigé par Staline, qui estime que les Américains ont une volonté de domination sur le monde. Et donc, les États-Unis et l'URSS commencent à s'affronter, à se faire la guerre. Chacun des deux veut éliminer l'autre. C'est la guerre froide. Et si elle est froide, c'est parce que même si les deux ennemis s'affrontent, ils ne se déclareront jamais directement la guerre. Ils s'affrontent dans des guerres annexes, notamment en Corée ou au Vietnam. Ils vont s'affronter également au cours de grandes crises, notamment à Berlin ou à Cuba. Je vous remets le plan du cours. Nous avions commencé par voir la création de l'ONU, qui était là pour défendre la paix, mais dans le grand 2, nous avions vu qu'elle n'avait pas réussi à éviter l'affrontement entre États-Unis et URSS, et finalement, nous avions vu des exemples de cet affrontement avec la crise de Berlin et la crise de Cuba. Le monde a été le terrain de crises vraiment très très graves entre les États-Unis et l'URSS. À Cuba en 1962, le monde a frôlé une guerre nucléaire, la tension était à son comble. Mais la guerre froide, ça ne se limite pas uniquement à l'opposition militaire entre États-Unis et l'URSS. La guerre froide, c'est également une opposition dans d'autres domaines. Une opposition dans le domaine culturel, dans le domaine politique, dans le domaine littéraire et également dans le domaine scientifique et technologique. Et donc la course à l'espace est l'une des marques, l'un des témoins de cette opposition entre les États-Unis et l'URSS dans le domaine technologique. Je commence par la chronologie que vous aviez à étudier. Cette chronologie commence en 1957, c'est l'année du début de la course à l'espace. Alors on peut remonter un petit peu en arrière quand même. La course à l'espace a commencé dès 1955 en URSS avec deux hommes, Nikolai Bulganin, qui est le successeur de Staline, Staline est mort en 53, et puis Nikita Khrouchtchev, qui lui est le successeur de Bulganin. Dès 1955, tous les deux envisagent d'envoyer un satellite artificiel dans l'espace. Les Américains, évidemment, ne se laissent pas coiffer au poteau. Le président américain de l'époque, Dwight Eisenhower, qui est un général glorieux de la Seconde Guerre mondiale, qui a été élu à la présidence, explique également que son pays va se lancer dans l'envoi de satellites artificiels dans l'espace. Les Américains sont persuadés d'avoir un coup d'avance puisqu'ils ont avec eux notamment des scientifiques allemands comme Wernher von Braun qui, au début de la Seconde Guerre mondiale, a développé les missiles V1 et V2 qui étaient des fusées capables de bombarder des villes à plusieurs centaines de kilomètres, et des gens comme von Braun avaient fui l'Allemagne nazie finalement pour se réfugier aux États-Unis et mettre leur savoir au profit des Américains. Et donc les Américains sont persuadés qu'ils ont un coup d'avance parce qu'ils ont une technologie. Mais les Russes ne vont pas se laisser du tout dépasser, et c'est même l'inverse. Ce sont les Russes qui vont démarrer la course à l'espace en 1957 en frappant un grand coup, un coup génial. Le 4 octobre 1957, les Russes envoient dans l'espace Spoutnik. Spoutnik, c'est un mot russe qui veut dire satellite en russe. Spoutnik va être envoyé depuis la base spatiale de Baïkonour. Baïkonour, ça se situe au Kazakhstan. Une carte qui vous montre Baïkonour qui est ici, vous repérez la France qui est là, la Grande Russie est ici, le Kazakhstan est là, Baïkonour est ici. À l'époque, le Kazakhstan fait partie de l'URSS, et donc Baïkonour est la principale base de lancement des Russes. Spoutnik, pour expliquer rapidement ce que c'est une sphère en aluminium, donc vous avez la photo à l'écran, qui fait à peu près 58 cm de diamètre, qui pèse un peu plus de 80 kg, et que les Russes vont parvenir à envoyer à 647 km d'altitude. Spoutnik est une sonde, pour faire simple, qui donne des informations sur sa température, sur sa pression à bord. Elle tourne autour de la Terre en 96 minutes. Elle fera 1400 fois le tour de la Terre avant finalement d'être déchargée. Sa batterie ne durera que 22 jours et la batterie déchargée, Spoutnik, ensuite perdra son orbite et puis elle s'écrasera, elle disparaîtra en fumée dans l'atmosphère terrestre. Bon, il faut imaginer que Spoutnik, c'est encore assez rudimentaire. Mais pour la première fois, un appareil créé par l'homme est envoyé dans l'espace et communique avec la Terre en envoyant des signaux, des bip que les Russes parviennent à entendre. D'autres essais seront accomplis, mais souvent couronnés d'échecs. Les Russes auront du mal à retenter l'expérience, même s'ils y parviendront quelques fois, des dizaines de fois, ce sera un échec. Pour les Américains, l'envoi de Spoutnik dans l'espace, c'est une catastrophe. Surtout, c'est un choc très profond. Ça montre le retard énorme et l'avance incroyable des soviétiques.
C'est un choc pour les Américains, d'autant plus que leur propre tentative, avec l'expédition Vanguard, Vanguard ça veut dire avant-garde, cette expédition Vanguard a échoué, lamentablement. Les Américains, à la fin de l'année 57, n'arrivent pas à envoyer quoi que ce soit dans l'espace. Les Américains sont d'autant plus choqués que les Russes avancent énormément, et les Russes avancent très très vite. Dès le 3 novembre 1957, les Russes envoient Sputnik 2. À l'époque, l'objectif c'est de célébrer, avec beaucoup de propagande évidemment, les 40 ans de la Révolution qui avait eu lieu en novembre 1917. Et donc Khrouchtchev ordonne l'envoi de Sputnik 2. Mais Khrouchtchev veut plus que l'envoi d'une simple sphère en aluminium. Khrouchtchev veut l'envoi d'un être vivant dans l'espace, et les Russes envoient la chaîne Laïka le 3 novembre 1957. Alors la pauvre bête évidemment mourra. Elle mourra du stress, elle sera prise de panique, elle mourra également de la surchauffe de l'appareil dans lequel elle est embarquée, mais Laïka vivra quand même 7 heures dans l'espace, et même si elle ne reviendra pas sur Terre, pour les Russes évidemment, c'est extraordinaire, un être vivant a vécu dans l'espace, et pour les Américains, à nouveau, c'est une catastrophe, parce que ça montre leur retard énorme par rapport aux Russes. Les Américains décident de réagir et de prendre la conquête spatiale à bras-le-corps. Dès le 1er février 1958, ils envoient la fusée Juno 1 avec à son bord le premier satellite artificiel américain Explorer 1. Explorer 1 marque la première réussite spatiale des Américains. À la fin du mois de juillet 1958, les Américains décident de retenter évidemment l'expérience, de mobiliser énormément de forces pour cela en créant la NASA. La NASA, c'est un sigle qui veut dire National Aeronautics and Space Administration, l'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, qui va être installée en Floride, à Cap Canaveral, ici. Les Américains donc se mettent au travail à Cap Canaveral. Il faut l'imaginer des dizaines de milliers de techniciens et d'ingénieurs qui sont sur place pour commencer à réfléchir à la manière de dépasser les Russes, mais les Russes ont une longueur d'avance, toujours. Cette avance, elle apparaît une fois encore le 12 avril 1961. Cette fois-ci, les Russes ont fait un bond de géant en envoyant pour la première fois un homme dans l'espace. Cet homme, vous l'avez en photo, c'est Youri Gagarin, qui devient un héros national, évidemment. Et pour les Russes, c'est formidable, et pour les Américains, c'est un choc. Alors les Américains ont du retard, mais ce retard se rattrape progressivement, puisque le 5 mai 1961, ils envoient à leur tour un homme dans l'espace, Alan Shepard, qui est donc le premier Américain dans l'espace. Le retard commence à s'estomper. Quelques jours après l'envoi d'Alan Shepard dans l'espace, le président américain John Kennedy décide de prendre la parole. Il parle devant le Congrès, c'est retransmis en direct à la télévision, et Kennedy donne l'objectif suivant pour ne pas rester au coude à coude avec l'URSS, mais dépasser l'URSS. Vous avez une partie des propos de Kennedy qui vous sont ici rapportés dans un article publié dans le journal Le Monde 2 jours après le discours. Le discours a eu lieu le 25 mai, l'article date du 27 mai. Dans son discours, Kennedy concède que les Américains sont en retard et que les Soviétiques avaient pris une longueur d'avance sur eux. Kennedy a dit que les Russes, évidemment, vont garder cette avance encore pendant quelques temps, mais il dit que les Américains vont se remobiliser et faire un pas supplémentaire, non pas en envoyant un homme dans l'espace, puisque c'est fait, mais en envoyant un homme sur la Lune. Kennedy annonce ce prodige pour la fin de la décennie et il explique que ce sera le devoir de la nation tout entière de travailler pour que ce vœu soit exaucé. Pour ce faire, les Américains mettent en place le programme Gemini, qui est notamment créé pour cartographier la surface visible de la Lune. Des centaines de milliers d'ingénieurs, de techniciens sont mobilisés à travers tout le pays. Certains travaillent à Cap Canaveral, mais il faut imaginer que les plus grandes universités mettent également au point des divisions basées sur la recherche spatiale. Et puis, les Américains lancent le programme Apollo. Le programme Apollo commence par une tragédie. Nous sommes en janvier 1967. Le programme Apollo 1, notamment, concerne 3 astronautes qui s'appellent Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee. Tous les 3 sont réunis en janvier 1961 pour tester leur capsule. Et puis malheureusement, un incendie se produit et les 3 astronautes sont tués. Le choc est profond. La première source de joie, elle apparaît avec Apollo 8. Apollo 8 est envoyé en orbite le 21 décembre 1968. Cette fois-ci, il n'y a pas d'incident majeur. La capsule va faire 10 fois le tour de la Lune. Les astronautes à bord feront d'ailleurs la première photo du lever de Terre, c'est-à-dire de la Terre qui commence à être éclairée par le Soleil. Cette photo, vous l'avez à l'écran et je vous conseille de la trouver en haute définition sur Internet. Vous verrez à quel point cette photo est magnifique.
Finalement, la promesse de Kennedy va être exaucée le 20 juillet 1969 avec la mission Apollo 11. La mission Apollo 11 décolle de Cap Canaveral, qui va d'ailleurs être renommé Cap Kennedy, le 16 juillet 1969 avec à son bord Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin. Et quelques jours plus tard, donc le 20 juillet 1969, en direct à la télévision, le monde entier assiste au premier pas de l'homme sur la surface de la Lune. Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchent sur la Lune. Neil Armstrong est celui qui est présent sur la photo, Buzz Aldrin est derrière l'appareil photo, Michael Collins, lui, est resté en orbite autour de la Lune à bord du module de commande. Armstrong passe en direct à la télé et il aura ces mots pour l'histoire: un petit pas pour l'homme, un bond géant pour l'humanité. Vous remarquez qu'il s'est passé 8 ans entre le souhait de Kennedy d'un jour envoyer un homme sur la Lune et finalement la réalisation de ce rêve. Kennedy ne le verra pas puisqu'il est assassiné en novembre 1963. Pour les Américains, évidemment, c'est extraordinaire puisque un homme marche sur la Lune. 12 hommes au total, 12 Américains au total iront sur la Lune jusqu'en 1972. Évidemment, tout cela est très risqué et parfois les expéditions ont tourné court. Ça a été le cas par exemple de l'expédition Apollo 13 avec à son bord Jim Lowell, Jack Swigert et Fred Haise. Le réservoir d'oxygène va exploser à bord de leur vaisseau. Ils vont le réparer avec les moyens du bord. Et puis Apollo 13 reviendra sur Terre dans des conditions vraiment assez houleuses et à partir de là, les expéditions vont se raréfier et en 72 c'est terminé. Toutes ces expéditions vers l'espace, évidemment, sont des moyens d'affirmer la puissance de chacun des deux pays, États-Unis et URSS, et de montrer leur dépassement et surtout leur avance technologique par rapport à l'autre. Ces exploits sont retranscrits dans la presse. Ici, par exemple, vous avez la Une de l'Humanité, qui est un journal d'obédience communiste en France, qui titre sur Yuri Gagarin. Ici, le New York Times parle des premiers hommes sur la Lune. Vous avez également, comme outil de propagande, la télévision, le cinéma, des chansons, la musique et les timbres-poste. Ça peut paraître anecdotique, mais ici, vous avez un timbre qui célèbre la mise en orbite de Sputnik, ici qui célèbre le premier homme sur la Lune. Ces timbres collés sur leurs enveloppes voyagent dans tout le pays, dans le monde entier. Et donc finalement, les timbres deviennent à leur tour des véhicules de la propagande de chacun des deux grands pays de la guerre froide, États-Unis et URSS. Avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui foulent le sol lunaire, incontestablement, les États-Unis ont un coup d'avance. Un coup d'avance que les Russes ne parviendront jamais à atteindre. Les Russes continuent pourtant la course à l'espace, notamment le 16 juin 1963, Valentina Tereshkova est la première femme dans l'espace. Les Russes tentent bien évidemment d'envoyer un homme sur la Lune, mais à chaque fois, tout cela sera soldé par un échec. Bon, cette course à l'espace qui a commencé en 1957 va se tasser au milieu des années 70. Les deux grands ont dépensé des fortunes colossales, parfois pour pas grand-chose, surtout pour la propagande et pour mettre en avant sa puissance, mais au final, ça n'apporte pas réellement quelque chose de concret. En 1975, les deux ennemis de la guerre froide, États-Unis et URSS, décident de calmer le jeu. On est pendant une période qu'on appelle également le dégel, puisque les relations entre États-Unis et URSS se réchauffent un petit peu. Alors évidemment, ces deux pays-là ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais ils décident de mutualiser leurs efforts, notamment leurs efforts dans la conquête spatiale. En juillet 1975, pour la première fois, Soyouz, un appareil russe, va s'arrimer à Apollo, un appareil américain. S'arrimer, ça veut dire que les deux engins vont se fixer entre eux. À leur bord, vous avez 5 membres d'équipage. Côté américain, Thomas Stafford, Donald Slayton et Vance Brandt. Et puis, du côté soviétique, Alexei Leonov et Valery Kubasov. Et donc voilà. Pour la première fois, les deux appareils s'arriment, donc se fixent. Pour la première fois, les deux appareils communiquent entre eux, puisque une porte va s'ouvrir et finalement, les astronautes américains et les cosmonautes russes vont pouvoir se serrer la main dans l'espace. Et donc, évidemment, tout cela est extraordinaire. Tout cela est retransmis en direct à la télévision. Les relations entre les deux grands s'apaisent un petit peu, mais la compétition continue quand même. Les Américains, le 12 avril 1981, font un pas supplémentaire avec la navette Columbia. La navette Columbia, c'est un appareil que vous avez en photo ici, Columbia est ici. C'est un appareil qui est assez nouveau parce qu'il ne s'agit plus seulement d'une simple fusée. En fait, une navette, c'est un appareil, l'orbiteur, qui est ici, qui est accroché à un réservoir de carburant qui est là, et des propulseurs de chaque côté. Et l'intérêt, c'est que cet appareil, l'orbiteur qui est ici, ce
qu'on simplifiera en appelant ça la navette, peut partir dans l'espace, voyager dans l'espace, et ensuite se reposer sur Terre. Et cet appareil qui s'est reposé sur Terre peut ensuite être à nouveau attaché à un réservoir à des propulseurs et repartir dans l'espace. Pour faire simple, ça ressemble à un avion, si vous voulez, un avion qui peut voler dans l'espace, réatterrir sur Terre et redécoller à nouveau pour revoyager et atterrir à nouveau. Auparavant, ça n'était pas le cas. Souvent, les astronautes étaient à bord de fusées dont le réservoir et les propulseurs se détachaient et puis finalement, les astronautes restaient dans une capsule. La capsule revenait sur Terre et puis une fois qu'elle était revenue sur Terre, elle ne servait plus à rien. Là, pour la première fois, la navette, elle peut resservir. Columbia est extraordinaire puisqu'en avril 81, elle est envoyée dans l'espace et elle revient quelques jours plus tard sur le sol américain. Évidemment, c'est un prodige qui, pour l'époque, et même aujourd'hui, est extraordinaire. Columbia sera en service jusqu'en 2011. 135 expéditions seront menées pendant ces 30 ans. Alors parfois, il y aura des catastrophes, notamment en 2003. La navette Columbia explose au moment de son entrée dans l'atmosphère. Évidemment, les passagers, les techniciens, les ingénieurs, les scientifiques qui sont à bord sont tués. Les Russes tentent évidemment d'accomplir la même prouesse. Au milieu des années 70, les Russes lancent le programme Buran, qui est ici. Buran, ça veut dire tempête de neige, et le programme Buran est un échec cuisant. Une première navette est lancée en 1976, la navette s'abîme dans le Pacifique. Il y a un problème d'argent également, les caisses de l'État en URSS sont vides, les programmes spatiaux coûtent énormément d'argent et les Russes se font distancer et ils ne parviendront pas avec Buran à rivaliser face aux Américains et leur navette Columbia. Bon, les Russes mettront toutefois en orbite la station Mir en 1986. La station Mir, pour faire simple, c'est un laboratoire de recherche dans l'espace. Mir servira d'ailleurs pour les Russes, mais également pour les Américains. Elle sera en orbite autour de la Terre jusqu'en 2001 et à son bord, elle accueillera des scientifiques russes, américains, mais également d'autres pays, puisque la Chine va se lancer dans la course à l'espace, le Royaume-Uni fait pareil, le Japon également, et la France. Je m'arrête un instant sur la France parce que c'est assez intéressant, et puis bon, cocorico, on va quand même faire un petit peu de chauvinisme. Le programme spatial en France commence en mars 1949 avec la fusée Véronique. 10 ans plus tard, les Français créent le CRS, le Comité de recherche spatiale, puis en 1961, le CNES, le Centre national d'études spatiales. Et à partir de là, les Français sont dans la course. En novembre 1965, la France met en orbite son premier satellite. Ce satellite sera surnommé Astérix, porte le nom évidemment du célèbre Gaulois que vous connaissez tous. Bon, ensuite, la France, dans le cadre de l'Union européenne, s'associera avec les autres pays membres de l'Union. Elle mettra en place l'Agence spatiale internationale. Et dans cette Agence spatiale internationale, évidemment, la France a un rôle énorme puisque les fusées européennes sont lancées depuis la base de Kourou qui se situe en Guyane. Et aujourd'hui encore, cette base de Kourou continue à envoyer des engins dans l'espace. La première chose que vous pouvez noter tout d'abord, c'est que la guerre froide, et donc, on l'a déjà dit, un affrontement entre les États-Unis et l'URSS. Cette guerre est dite froide, car aucun des deux ne se déclare la guerre directement. Ça, c'est un rappel de définition que vous connaissez déjà. Cette guerre va voir s'affronter donc les Américains et les Russes pendant des crises, comme par exemple celle de Berlin ou celle de Cuba. Et là, je vous renvoie vers les parties du cours précédent. Mais cette guerre va également voir les États-Unis et l'URSS rivaliser dans les domaines technologiques et scientifiques. Et la course à l'espace est le témoin ou l'un des témoins de cette compétition. La course à l'espace, une date que vous retiendrez si vous le souhaitez, débute en 1957. En octobre de cette année-là, l'URSS envoie Sputnik dans l'espace. C'est le premier satellite artificiel envoyé dans l'espace. Et Sputnik d'ailleurs veut dire satellite en russe.
quelques semaines plus tard, toujours les Russes envoient le premier être vivant dans l'espace. Ce premier être vivant, c'est la chienne Laika. Les États-Unis, pendant ce temps, prennent du retard. Bon, l'avance des Russes se confirme avec l'envoi dans l'espace de Youri Gagarin en avril 1961. Les États-Unis parviennent à faire de même un mois plus tard, en mai, avec Alan Shepard. Bon, finalement, les États-Unis vont rattraper leur retard et surtout dépasser l'URSS, puisque le 20 juillet 1969, et vous pouvez retenir la date, c'est intéressant quand même, Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchent sur la Lune. Tiens, une petite anecdote que vous connaissez peut-être, Buzz Aldrin donnera son nom à Buzz l'éclair dans Toy Story. Voilà, hop, petite anecdote, ça ne servira jamais à rien, mais au moins, voilà, peut-être que vous retiendrez son nom comme ça. Bon, vous pouvez rajouter également qu'en 1981, les États-Unis mettent en service la navette Columbia. Rappelez-vous qu'une navette, c'est un engin qui peut aller dans l'espace, mais également revenir sur Terre et pourquoi pas être renvoyé à nouveau. Alors que les Russes échouent avec la navette Buran. Je remonte un petit peu pour avoir la place d'écrire la fin du petit résumé. C'est seulement une phrase, pas de panique. C'est que cette course à l'espace est surtout un outil de propagande qui est mis en avant dans la presse, à la télévision, avec les timbres, des discours, etc., etc. Voilà, vous avez la correction du travail. Vous pouvez la recopier dans votre cahier. La suite du cours arrivera bientôt. À bientôt.